Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Ce soir, on a l'honneur d'avoir notre équipe d'animateurs quasiment au complet, puisque seul Alex manque à l'appel. Donc avec Mathéo, salut Mathéo. Salut. Avec Varam, salut Varam. Salut les gars. Avec Sam, hello Sam. Hello. Avec Michael. Salut. Et du coup avec moi-même. Donc l'équipe est presque au complet pour cet épisode 3. Alors au sommaire de cet épisode 3, on va bien évidemment comme d'habitude faire le débriefing du match de la semaine. C'était donc ce vendredi 30 août à la Maladière avec la réception du FC Vaduz. Et puis comme on n'a pas d'invité ce soir non plus, j'en ai profité pour vous refaire une petite chronique de match de légende tout à l'heure. Voilà. Alors, messieurs, on peut sans autre directement passer au débriefing du match. Voilà, ce week-end avait lieu la 6e journée de Challenge League et puis la plupart des matchs ont eu lieu ce vendredi, dont le match de Neuchâtel Xamax. Alors, on accueillait le FC Vaduz et puis la semaine dernière, enfin non, c'était cette semaine puisqu'on a enregistré notre deuxième épisode lundi. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas très optimiste après quelques prestations décevantes. Et puis, fort heureusement pour le moral des troupes, on va dire des joueurs, mais aussi de vos animateurs, le destin de ce match a été bien différent de celui du match précédent, puisque Neuchâtel Xamax a relevé la tête et s'est imposé 4-1 contre le FC Vaduz. Messieurs, je vous propose comme d'habitude de commencer par les réactions de nos internautes. Alors, on a Séverin qui nous dit bien mieux que les matchs précédents. Je m'attendais pas à une victoire de Xamax. J'aurais pensé que Vaduz ça allait être meilleur que ça. Béatrice qui nous dit magnifique victoire, amplement méritée. Ça fait du bien au moral. On a un Michael, puisqu'on a deux Michael qui ont réagi. Un Michael qui nous dit Fabio homme du match avec le feu. Serge qui nous dit elle fait du bien. On a reçu un message de Federico Nicastro, qu'on en profite pour le saluer, qui nous dit bien les jeunes. Ensuite, on a un de nos animateurs qui a réagi, on va pas le nommer, mais si vous nous suivez depuis un moment, vous le reconnaîtrez tout de suite. Je préférais quand on tirait en boucle sur Buchel, tiens. Donc voilà, vous savez que parmi nous se cache le plus grand fan de Benjamin Buchel, donc vous l'aurez déjà reconnu. Julien qui nous dit soulagement et espoir avec un cœur rouge et un cœur noir. Et Lucas qui nous dit malgré beaucoup de déchets techniques, on a su poser notre jeu et passer l'épaule. Alors ce message de Lucas, on l'utilisera un petit peu aussi comme fil rouge parce qu'il y a une partie sur le déchet technique, le fait de poser le jeu et le fait de passer l'épaule. Donc on va un petit peu débattre autour de ces sujets-là. Donc voilà, pas trop de round d'observation à la Maladière. Les débats prennent rapidement une tournure avec un premier but dès la 9e minute de jeu. Alors voilà, dès le coup d'envoi, on sentait deux équipes relativement fébriles, même si Vaduz restait sur une série moins négative que Neuchâtel. Mais ils semblaient pas non plus être bien dans leur basket. Et puis, voilà, sur une bonne phase de jeu, voilà, Xamax ouvre le score. Qui a envie de nous commenter un petit peu ce but, messieurs, dans les animateurs? Pas tous à la fois. Non, mais vu que j'étais à côté de toi en tribune de presse, c'est vrai que Sides qui ouvre le score avec un super numéro individuel. Déjà le ballon qui est très bien amené à l'orée des 16 mètres et puis Sides qui est sur un double contact pied gauche pied droit va battre Benjamin Buchel d'une frappe enroulée. Ça nous mettait sur les meilleurs rails pour ce début de match. C'est vrai. C'est quand même une super combinaison là. Tout à fait. Entre Fatkich qui la donne à Toiti qui est un petit peu en pivot pour la décaler sur size, ça a bien marché cette combinaison. Par rapport à ce que disait Vaduz, qui était quand même dans une assez bonne forme, en tout cas ils avaient lancé leur saison
depuis 3 matchs après 2 parties difficiles. Donc, ouais, j'étais pas forcément le plus optimiste et au final, ce match a très bien commencé. On pourra gentiment appeler ça le quart d'heure neuchâtelois parce que c'est vrai que à la Maladière, ils ont l'habitude de bien commencer les matchs. Oui, c'est vrai que voilà pour le troisième match à la Maladière, on marque au moins un but dans le premier quart d'heure. C'est des bonnes habitudes à prendre, mais il y a aussi malheureusement des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui n'ont pas non plus été perdues. C'est vrai que après le match contre le Stade Lausanne où les Lausannois avaient réussi à revenir au score après les 2 buts neuchâtelois, pareil pour le l'AC Bellinzone qui avait encaissé 2 buts et avait marqué un but aussi dans la première demi-heure pour revenir. Là, Vaduz revient très rapidement, trop rapidement au score, et puis surtout sur une phase de jeu que aucun entraîneur et aucun supporter ne veut voir. Alors, Michael, toi, tu étais peut-être le mieux placé pour nous parler de ce but qui vient de nulle part. Ah non, il vient pas de nulle part, il vient d'un geste manqué précis. Voilà, je te laisse un petit peu commenter ça. Il vient pas de nulle part, il vient de notre gardien. Non, mais voilà, c'est vrai que du coup, pour le, pour le coup, j'étais le mieux placé étant donné que j'étais derrière le but. Voilà, j'étais venu juste assister au match sans aller en tribune presse. Et là, pour le coup, j'ai vu ce triste spectacle devant mes yeux. Bon, ben, Omeragic qui fait une erreur assez affolante quand même parce qu'il n'est pas pressé. Disons, les joueurs de Vaduz viennent serrer un peu sur la relance. Il y a le trio d'attaque qui était avancé, mais il a vraiment mis. On a l'impression que ouais, il y a eu une petite déconnexion. C'est particulier ce qu'il a fait parce qu'il a envoyé un ballon tout droit sur sur le joueur. C'était un petit peu sur Dedono. Il a vraiment dégagé sur lui. C'était presque cratère. Le ballon s'est presque pas levé. Et à partir du moment où le Liechtensteinois arrive à la contrôler, bah, c'est forcément but. Là, c'est impossible à rattraper comme erreur. Il l'a fini bien. Et bah, je pense qu'on peut malheureusement encore un petit peu lancer le sujet de Meragic. On l'a déjà fait 3 fois sur nos 3 épisodes, mais c'est vrai que là encore, on a une de ces énormes erreurs qui plombe un peu l'équipe parce que là, il, il y a tout qui va bien. Tu commences parfaitement le match. Il y a aucune raison de s'inquiéter. C'est un excellent début. Et puis, ouais, à peu près 2-3 minutes plus tard, tu offres un but, mais vraiment venu de nulle part, ou en l'occurrence venu directement des pieds du gardien. Euh, j'ai déjà parlé de la confiance que j'avais en ce transfert. Après, si ça commence à se répéter, il va quand même gentiment falloir être un homme de conviction pour continuer à y croire week-end après week-end. Parce que pour le moment, c'est soit des matchs où il pèse pas plus que ça, ni positivement ni négativement, ou alors des matchs où il pèse énormément dans le négatif, comme là sur ce but offert, comme à Ville avec des sorties soit aux fraises, soit pas des sorties tout court, soit pas de sortie tout court, comme sur un des buts. Ouais, il est encore en grande difficulté. Et là, alors c'est un peu particulier parce que maintenant il y a une très longue pause étant donné qu'il y a la pause internationale plus le fait qu'il y ait le deuxième tour de Coupe Suisse auquel on ne participe pas. Mais donc peut-être qu'il pour lui aussi ça lui fera du bien. Mais alors si on avait match la semaine prochaine, j'aurais été assez convaincu qu'il faille faire jouer Mossi à sa place, ne serait-ce que pour c'est triste à dire, mais ne serait-ce que pour le protéger lui-même de ses propres erreurs, parce qu'il a l'air un petit peu de subir la situation. C'est un mauvais début de saison qui est en train de vraiment tourner au vinaigre pour lui, et je pense que même mentalement ça doit peser. Et, euh, et pour ça, il n'y a pas forcément 35 solutions, si ce n'est lui permettre aussi de moins l'exposer. Alors voilà, il y a ces presque 3 semaines de pause. Donc je serais pas forcément choqué s'il joue lors de la reprise, mais c'est vrai que si on avait match la semaine prochaine, j'aurais été convaincu de l'idée de faire jouer Mossi, personnellement. Edin Omeragic qui a vraiment toutes les caractéristiques d'un joueur en crise de confiance. Et puis malheureusement, quand c'est sur un poste aussi important que le gardien, ça a un impact direct. C'est vrai que son langage corporel, il respire pas non plus la confiance. On le sent lui-même très
déçu et puis démotivé de ses prestations. En revenant au vestiaire, il a toujours la tête un peu vers le bas. Et puis même en prenant ce but, il sait tout de suite qu'il est pour lui ce but. En même temps, c'était impossible de pas l'analyser autrement. Mais voilà, maintenant, il y a tout un travail, effectivement. Il doit continuer à travailler dur à l'entraînement et puis à se remettre dedans mentalement. Alors, ses collègues qui sont pas en train de le lâcher, on a vu plusieurs défenseurs qui sont venus lui taper sur l'épaule au moment du but. Et puis voilà, cette erreur finalement, elle a pas de conséquences sur le fait qu'on gagne et puis qu'on prend les 3 points. Mais on l'a vu en deuxième mi-temps, même si ça s'est pas matérialisé par des grosses occasions ou des buts de Vaduz, mais il est vraiment touché moralement. Et puis il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis effectivement, une partie se fait avec le coach des gardiens à l'entraînement, et puis une partie se fait aussi avec l'apport d'Anthony Mossi. Anthony Mossi, alors même si on s'est pas qualifié à Bienne, mais il a été, on peut le dire sans honte, il a été le meilleur Neuchâtelois sur le terrain. Il a sauvé plusieurs grosses occasions biennoises. Sans lui, si on avait eu un gardien en manque de confiance, on en prenait 5, je pense, en tout cas 4, c'est sûr, voire 5 sur ce match. Donc on a un numéro 2 qui connaît le championnat, qui connaît la Challenge League, qui connaît la réalité de ce championnat, et qui connaît la réalité d'être d'une doublure et puis d'être prêt à venir travailler quand il faut. Donc voilà, ça pourrait être un bon choix. Après, voilà, on sait aussi malheureusement que des fois dans le football moderne, il y a des histoires comme ça, un petit peu avec les agents ou autres, où des joueurs, on leur promet une place de titulaire et où ils sont titulaires des fois, même si les performances ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu. Donc voilà, on espère aussi que Uli Forte aura la lucidité de faire le meilleur choix au moment de choisir le gardien qui sera titulaire à Schaffhouse dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. C'est aussi à ça que sert un deuxième gardien si ton numéro 1 est vraiment pas en confiance, même si ça a été largement évoqué qu'il venait pas pour être, qu'il venait pour être numéro 1. Maintenant, ça peut toujours être remis en question. Et c'est pas pour rien que tu recrutes un gardien numéro 2 fiable. C'est pour le faire jouer s'il faut. D'autant plus maintenant que la coupe, on n'y est plus. Sinon, ça veut dire que Mossi est cantonné au banc de sûr. Moi, j'en suis pas si convaincu. Après, bon voilà, encore une fois, c'est vrai que c'est dans 3 semaines, donc il peut se passer plein de choses. Et tant mieux, hein, finalement, cette pause. Finalement, Uli Forte a même pas besoin de faire un choix. Alors, il aura quand même un choix à faire dans 3 semaines, mais voilà, ça peut quand même toujours évoluer dans le bon sens pour Edin Omeragic. Alors que, ouais, si c'était la semaine prochaine, il y avait quand même urgence à trouver une solution. Mais parce que, ouais, comme tu dis, de toute façon, sa confiance pour le moment, elle est ruinée. Hein, et c'est bien que les joueurs le lâchent pas parce que il est au fond du trou. Franchement, c'est le souci de ce match, c'est que à la fin, je me dis, honnêtement, Vaduz n'a pas, ils n'ont pas été si dangereux que ça, sauf lorsque Meragic a eu du mal. Et finalement, j'ai presque l'impression que le danger, il vient surtout de lui et donc de ses approximations dont Vaduz a une fois bien profité et les autres fois un petit peu moins bien. C'est ça le problème, parce que sinon, en soi, le match, et on en le discutera en long en large dans ce match, est plutôt complet d'un point de vue de la prestation défensive, et le danger, il vient des approximations de ton gardien. Donc voilà, il y a forcément quelque chose, un vrai travail à faire là-dessus, un travail de fond, et on verra. Maintenant, ils ont 3 semaines. Après, il y a juste un truc, c'est que sur le comportement général, moi j'ai juste un seul mot à dire sur le comportement général de l'équipe juste après l'ouverture du score. C'est que je suis pratiquement sur l'engagement. Il y a déjà un gros cafouillage qui se fait derrière, avant de parler de la bourde de Meragic qui intervient quelques secondes plus tard. Et ça aussi, je veux dire, on a démarré des matchs pied au plancher à la Maladière qui ont fini par être remportés par la plus petite démarche, presque de manière trompeuse. Il y en a un autre, donc on a bien en tête celui de Bellinzone, on a fini par faire match nul après des départs canon. Et c'est clair que Meragic doit se remettre en question, c'est clair qu'il est coupable sur les buts qu'il encaisse. Maintenant, il y a aussi un relâchement défensif qui intervient beaucoup trop tôt vendredi soir, juste après avoir ouvert le score également.
Ouais, bon, ça, de toute façon, sur le fait que défensivement, l'équipe est absolument pas satisfaisante, on en a pas mal parlé. Et Ouais. sur ce but-là, c'est 100% lui. On peut même pas, Oui, tout à fait. on Tout peut à même fait. pas dire, on peut même pas séparer, partager un minimum les torts parce que là, c'est vraiment venu de nulle part, sa relance. Mais après, bah, sur comment l'équipe défend, comment l'équipe joue, c'est vrai que alors ce match-là est enfin convaincant parce que les 2 premiers matchs à la Maladière, après un départ canon, tu as eu une victoire contre le Slow où c'était quand même assez pénible. Et puis ouais, ce nul contre Bellinzone. Donc oui, en tout cas, il y a une vraie analogie avec les 2 autres matchs. C'est que tu commences, pour le moment, les 3 fois, tu as commencé fort et ensuite, tu t'es aussi assez vite écroulé. Cette fois, c'est reparti dans le bon sens avec une équipe qui a quand même été vraiment supérieure à son adversaire. Mais c'est un vrai truc sur ces 3 premiers matchs de la Maladière. Et comment l'expliquer, c'est toujours compliqué, mais c'est clair que c'est un vrai point de travail aussi pour le coach parce que c'est handicapant, quoi. Au bout d'un moment, c'est très bon début, puis ensuite t'es fébrile, t'encaisses, je sais pas combien de goals, ça va aussi quand même commencer à être compliqué à gérer, mais bon, cette fois ils sont bien retournés dans leur match par la suite. Totalement, on pouvait craindre le pire, mais on va dire à part une tête de Simani sur la latte autour de la 25e minute, c'était quelque chose comme ça, ouais, c'était à la 25e minute. Les deux équipes n'ont pas eu de grosses occasions et reviennent assez logiquement voilà, sur un match nul au vestiaire. Donc c'est vrai que on est un petit peu partagé au moment de la mi-temps parce que offensivement l'équipe a montré quelques belles choses avec quelques beaux mouvements, même si il y a eu qu'un seul but inscrit. Mais il y a eu cette fébrilité d'Omer Agic, il y a eu des situations où on sentait que le reste de la défense n'était pas non plus, on va dire, dans une grande assurance. C'était pas une assurance tout risque, on va dire. Donc, on se demandait quel Xamax on allait avoir en deuxième mi-temps, mais aussi quel Vaduz, parce qu'il faut être objectif. Si on avait été un supporter de Vaduz, on n'aurait pas été plus rassuré par la première mi-temps de notre équipe. Donc, voilà, on se demandait un petit peu quel allait être le comportement. Et puis, fort heureusement pour nous, on a eu un élément de réponse très rapide, puisque voilà, Xamax a repris l'avantage pour ne plus le lâcher jusqu'à la fin du match, dès la 50e minute, avec un grand moment pour Francesco Lentini qui inscrit son premier but. Alors, qui est-ce qui a envie de se coller à l'exercice de commenter ce but, monsieur? Là-dessus, c'est ce on a vu sur cette action, ce qu'on allait finalement voir pendant toute la période, hein. C'est Xamax qui exploite vraiment les transitions là-dessus à un moment donné. Lorsqu'on est, lorsque Korokone qui récupère un bon ballon sur une passe pas assurée au milieu se trouve dans son camp, enfin se trouve dans le camp de Vaduz, il y a que 3 Liechtensteinois quoi devant le ballon, donc ça en dit long à quel point ils étaient déséquilibrés en phase offensive. Et puis bah là on a Korokone qui, comme il le fait depuis le début, moi j'apprécie beaucoup le travail qu'effectue ce joueur, a bien monté le ballon et ensuite bah, il a transmis à Lentini qui là pour le coup a vraiment fait preuve d'une sacrée audace de tenter sa chance dès l'entrée de surface avec une finalité heureuse parce que premier Ouais. poteau, je pensais qu'il allait l'enrouler à la base. Finalement, il a pas vraiment enveloppé sa frappe. Elle est partie premier poteau et elle a fini au fond du filet. Je Une pense que trajectoire très Buchel, bizarre. Ouais. ouais, un peu bizarre pourtant, elle est pas déviée. Je pense que Buchel est un peu lourd sur ses appuis, mais dans tous les cas, je pense que personne s'attendait à cette frappe. Enfin, c'est aussi l'effet surprise qui fait ça. Donc c'est aussi Lentini qui a tenté un geste un peu inattendu et ça c'est tous les compliments pour lui pour le coup. Buchel n'est jamais lourd sur ses appuis. Ouais, bon, ça va être compliqué de dire des bonnes choses sur lui. C'est vrai que je suis peut-être un peu mais critique à chaque fois que je sais pas si vous avez remarqué. non, mais très clairement, le ballon, il a une trajectoire bizarre. Il est peut-être même dévié par le défenseur de Vaduz Peut-être, alors j'ai pas eu est au l'impression. marquage. Ouais, il me semble que Simani traînait par là et puis qu'il a peut-être légèrement dévié la frappe. C'est l'impression que j'ai eue sur le direct. C'est aussi l'impression que j'ai eue en revoyant les images. Parce que elle a vraiment une trajectoire un peu feuille morte. Hein. Voilà, il était placé Buchel. C'est juste qu'elle vient, elle le lobe et puis elle redescend très vite. Donc
Voilà, c'est un le- but. Alors, on peut saluer effectivement l'audace de Francesco Lentini et puis la petite réussite, on va dire, sur la trajectoire où elle finit au ouais. fond. Et on salue aussi Benjamin Buchel au passage, du coup. Voilà, on la salue aussi qui montre que quand il reçoit pas les ballons dans ses bras, ben, il les arrête pas, du coup. Ouais, mais c'est ça. D'où, je crois, le message de l'animateur mystère, je C'est crois, ça, l'animateur mystère fanatique de statistiques dont on taira le nom. qui probablement a écrit ça en s'ennuyant dans le train. Voilà. Probablement. On sait pas, hein, il est pas là pour témoigner, mais voilà. Non, bien sûr. Et puis un petit tournant dans le match puisque Vaduz se crée sa seule occasion dans le jeu autour de la 75e à la 74e minute puisque c'est l'ancien Neuchâtelois Dominique Schwitzer qui sur le côté de la surface frappe avec son pied gauche comme le connaît et puis le ballon qui passe vraiment pas très loin sur cette occasion. S'il avait été un petit peu plus inspiré, c'était but, mais en même temps elle n'était pas facile à mettre. Et puis je dis c'est un petit tournement dans le match parce que si Vaduz revient à ce moment-là, c'est un autre match qui commence. Mais fort heureusement, quasiment suite sur le Enfin, il y a eu un changement qui est procédé en même temps, mais sur l'engagement, eh bien, Neuchâtel Xamax tue le match. À ce moment-là, on comprend que voilà, ce sera très compliqué pour les joueurs de Vaduz de revenir. Avec un troisième but magnifique. On va te donner la parole à toi, Varam, cette fois-ci, pour parler de ce but. Oui, alors magnifique action de rupture. Je dirais que ce but est à l'image de notre deuxième mi-temps. On a été très bon. Je pense que c'est une deuxième mi-temps référence. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure mi-temps qu'on a fait depuis le début de la saison. On a joué alors sans être flamboyant, mais on a été sérieux, rigoureux et surtout très 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 intelligent, puisqu'on a attendu Vaduz avec un bloc un peu plus bas, sans trop prendre de risques, à part cette occasion de Schwitzer. Mais on a pressé quand il fallait, et puis on a surtout su exploiter leur défense qui était quand même très vite mise à mal, et on a joué dans le dos rapidement, et puis là on a laissé parler notre supériorité technique. Et puis magnifique contre-attaque, très bien conclu par l'excellent de Massai qui vraiment, c'est vrai que pourtant c'est un joueur expérimenté, on l'a vu, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'avais pas beaucoup observé, mais je le trouve très pertinent et je trouve qu'il est très intelligent et devant le but, souvent ça pardonne pas. Et je dirais qu'il nous manquait des attaquants comme ça et magnifique action conclue. Et puis à partir de ce troisième but, je pense on en a tous conclu que la messe était dite. Mais en tout cas, très beau but. Et je pense que c'est sur cette deuxième mi-temps qu'il faut qu'on construise et qu'on bâtisse notre saison parce que on a montré que si on est concentré, si on est appliqué et si on est sérieux, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Bien, bien, bien au contraire. Ouais, On on peut. appréciera sur le but, d'ailleurs, J'allais le dire, j'allais le dire. la lucidité et la vision de jeu de Lentini, quand même, parce que Oui, il se retrouve dans la même position que son but, finalement, mais au lieu de retenter le geste, cette fois, il envoie plutôt un ballon millimétré sur de Massai qui pas a plus que à la pousser, parce qu'il y a quand même des gens devant lui, et c'est lui qui ensuite place un ballon comme l'excellent buteur qu'il est, mais voilà, en tout cas, Lentini le met dans des conditions très intéressantes, et ouais, franchement, chapeau quand même pour son match, mais surtout là, en l'occurrence, ça reste sa deuxième mi-temps où il a fait une sacrée deuxième mi-temps avec son but et avec cette passe décisive. C'est à peu près dans la même zone, et cette fois, au lieu de la tenter, il donne. C'est vraiment bien. Alors après, ouais, on peut parler de mi-temps référence. Maintenant, à quel point on peut réitérer ce genre de performance, en sachant que nos 3 buts, on les marque sur contre-attaque, et que bah, forcément, lorsque le match commence, surtout à la Maladière, c'est quand même un peu plus à nous de faire le jeu. En tout cas, beaucoup d'adversaires seront pas forcément gênés de nous laisser le ballon. Donc, à quel point on peut faire du jeu de transition notre philosophie, je sais pas, parce que là, je pense c'est quand même beaucoup conditionné par la physionomie du match. Mais sur cette deuxième mi-temps, elle est gérée parfaitement. À la fin du match, c'est Vaduz qui a une possession de balle pas possible, parce que c'est eux on leur a laissé le ballon, clairement, et on est parti sur des attaques vraiment rapides qui ont été extrêmement bien menées. Mais voilà, bon,
encore une fois, à quel point ça peut être constamment mis en place, je sais pas. Maintenant, à l'extérieur, il y aura forcément des équipes qui vont vouloir le ballon et c'est toujours intéressant de voir notre équipe bonne dans ce secteur-là parce que ça va être crucial. C'est encore aussi des questionnements que peut se poser Willy Forte et aussi à quel point il doit jauger pour trouver le style qui convient à cette équipe parce que forcément par moment on va aussi un peu s'adapter. Ouais, tout à fait. Je L'équipe voulais conclut. noter. Ouais. Dis, vas-y, Mathéo. Je voulais aussi, au niveau individuel, noter la très bonne rentrée quand même de Demachai parce qu'il n'a pas commencé souvent sur le banc cette saison. Et l'apport finalement qu'il a eu en rentrant alors que le match n'était pas encore complètement plié. Il marque, il est à deux doigts de faire une passe décisive quelques secondes plus tard. Et il a vraiment apporté ce qu'un remplaçant rentrant en cours de jeu sur le front de l'attaque avec un résultat pas encore décidé, doit apporter. Ouais, c'était un plan évoqué par Willy Forte. On n'a pas forcément parlé des choix des titulaires en soi. Mais le plan, c'était vraiment de débuter avec la technique de Hussein Touati et puis le gros travail dans l'abnégation de Koro Koné pour voilà un petit peu épuiser aussi cette défense de Vaduz pour ensuite exploiter les espaces qui allaient se créer par la suite avec Onyekashi et des Masai qui, alors c'est moins évident pour des Masai par rapport à ses qualités de jouer rapidement dans la profondeur, mais il a quand même prouvé sur son but et sur une grosse occasion où il se présente un contre un contre Benjamin Buchel qui fait cette fois un excellent arrêt, il faut le dire quand c'est le cas. Sur un contre un, mais voilà, des Masai enfin c'était un plan et puis finalement je pense que des Masai, mais il peut d'un côté ne pas être content d'être titulaire, mais en même temps quand tu rentres et que tu fais un but et une passe décisive, ben tu peux être content. Puis il a bénéficié quand même de pratiquement une demi-heure de jeu. Il a pas juste disputé 10 ou 15 minutes. Donc on pourra peut-être le voir dans l'autre sens avec un Demassai qui est titulaire et puis un Koné qui rentre. Mais ça a vraiment bien fonctionné. On pourrait noter aussi Onyekashi qui gâche une grosse occasion pour offrir un doublé à des Masai sur une action où il se présente en très bonne position. Onyekashi sur la droite et puis voilà, il rate un petit peu sa passe pour des Masai. Si elle est bien placée, eh ben le joueur kosovar n'a plus qu'à la pousser au fond. Et puis on concrétise finalement sur peut-être la moins grosse, la moins nette de nos occasions. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que Fabio frappe. Je m'attendais à ce qu'il aille au bout et puis qu'il lève la tête et puis qu'il essaye d'adresser soit une passe en retrait ou une passe un petit peu en cloche pour servir des Masai de la tête. Mais visiblement, il a bien observé le placement de Buchel qui sur ce coup-là n'était pas bon. Et puis il effectue une frappe très sèche dans la lucarne droite pour lui, gauche du gardien de Vaduz. Voilà, une frappe, un goal de buteur. Comme on lui a dit à l'interview, Fabio ce soir a vraiment marqué 2 buts de buteur, de renard des surfaces. Ouais, bah là, il a bien observé. C'est vrai que le placement du gardien était à la ramasse. Je veux pas m'acharner. Mais bon, en soi, de toute façon, la frappe, elle est tellement incroyable. Elle passe sous la barre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens qui la sortent quand même. Donc, dans tous les cas, placement, pas placement. Alors, il n'y a pas beaucoup de gardiens Liechtenstein qui la sortent, ça, c'est sûr. De temps, ouais. Mais on peut parler du placement qui est horrible. Maintenant, dans tous les cas, il a joué sur sa chance et de quelle manière, parce que je pense qu'il pouvait pas faire une frappe il pouvait pas faire une meilleure frappe que ça. Je pense qu'elle est vraiment parfaite. J'ai été surpris qu'il tente sa chance, même si les solutions n'étaient pas si évidentes. Il y a de Masai qui est pris et en revoyant l'action, Onyekashi il fait l'appel dans le vide entre guillemets pour essayer d'attirer un défenseur, donc il peut pas être servi. Donc finalement, je pense qu'il a dû faire un petit coup d'œil pour voir qu'il n'y avait pas de solution et il s'est dit je vais la tenter. Mais sur le coup, c'était un peu surprenant et c'est vrai que son geste est dingue et donc ça lui fait un joli doublé quand même pour lui. Ouais, totalement. C'est le geste que tu tentes à la 87e quand tu mènes 3-1, disons. Je pense que si le score avait été de 1 ou de 0-1, je suis pas sûr qu'il l'aurait tenté comme ça. Mais voilà, il faut aussi avoir de l'audace. Lentini en a eu sur le 2-1, Fabio Saiz en a eu sur le 4-1 et puis on se réjouit d'avoir des joueurs qui des fois prennent un petit peu des risques offensifs, on va dire.
Et puis voilà, qui réalise des gestes de ce type, surtout si ça se manifeste par des buts. Donc au Ouais, final, puis une il y a un victoire peu. méritée, mais quand on regarde les statistiques, messieurs, on peut se demander effectivement est-ce que Vaduz fait un mauvais match, ce qui permet à Xamax d'en faire un bon, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est un peu toujours les principes des vases communicants, hein. Quand une équipe est meilleure que l'autre, ben forcément, voilà, il y a du moins bien chez l'adversaire. Quand tu joues mieux que ton adversaire, ben t'as plus de chances de gagner. Mais on voit quand même dans les statistiques que Vaduz a eu le ballon les 2 tiers du temps, hein, sur le match. On est à 66 contre 34%. Ils ont tiré 11 fois au but contre 10 pour nous, mais seulement 3 de leurs frappes ont été cadrées alors qu'on a cadré à 7 reprises pour 4 buts. Et puis, en termes de nombre de passes, on est quasiment du simple au double. Neuchâtel Xamax a effectué 329 passes, Vaduz 642. Donc à 16 passes près, c'est du simple au double. Donc il y a quand même un peu un plan de jeu qui peut s'établir à la lumière de ces statistiques, surtout si on voit comment on a inscrit nos buts, messieurs. Bah, en tout cas, bah là, c'est sûr que le plan de jeu, il est clair et identifié, hein, ça c'est sûr. Cette possession de balle, elle est beaucoup conditionnée par la deuxième période parce qu'ils ont monopolisé le ballon. Mais justement, ils ont beaucoup le ballon pour un moins grand volume d'occasions franches. Parce que finalement, leur meilleure occasion, c'est évidemment la relance de Meragic, mais derrière, il n'y en a pas tant que ça. Alors, t'en as cité une, mais euh, sans ça, le volume d'occasion vraiment net, il n'est pas si évident que ça pour eux. Et ouais, le plan de jeu a été clairement identifié là-dessus, hein. Sur la deuxième période, on a vraiment joué les contres à fond. On marque nos 3 buts comme ça. Et la possession de balles, c'était pas le plus important. Enfin, surtout si tu es capable de te créer des grosses opportunités, autant d'opportunités et même plus d'occasions que ton adversaire avec 2 fois moins de ballons. Pour le coup, c'est un très bon match et Vaduz qui a pas forcément su comment vraiment bien exploiter sa possession de balle alors que lorsque c'était à cette équipe de faire le jeu. Ouais. Au-delà des performances de Lentini, de Size, de Demassai qu'on a déjà évoquées, j'aurais voulu qu'on parle de 2 autres joueurs qui ont fait des très bonnes prestations lors de ce match. Le premier, c'est bien évidemment Hussein Touati, hein, faut-il le rappeler, était de retour de blessure, donc il a manqué moins que prévu. Au final, sa rééducation c'est extrêmement bien passé. Il a beaucoup travaillé avec le staff médical pour revenir le plus tôt possible. Moi, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit titulaire. Un joueur qui revient de blessure, on hésite toujours à le mettre d'entrée de match, sauf si c'est ton meilleur joueur. Mais là, voilà. Mais on a quand même vu que quand Hussein Touati est sur le terrain, eh bien, c'est pas la même équipe de Neuchâtel que Xamax, hein, messieurs. Moi, j'ai beaucoup apprécié son impact dans le jeu, son rayonnement là dans ce poste de numéro 10. Varham, je vais te laisser la parole. Je sais que tu apprécies beaucoup ce poste de manière générale. Et puis, on avait déjà discuté hein, ensemble des qualités d'Hussein Touati. Oui, absolument, oui. Donc, Touati, bah, déjà techniquement, je pense qu'individuellement, c'est notre meilleur joueur. Je pense que sur ça, il n'y a pas tellement de doute. Et puis, c'est vrai qu'il amène, il rend le jeu propre, il rend le jeu simple parce qu'il trouve des lignes de passe que les autres ne trouvent pas. Il rend le jeu fluide. Ça veut dire qu'il est un peu dans cette position de 10, 9,5 un peu. Il arrive aussi à trouver certains intervalles. Enfin voilà, moi je trouve qu'il arrive vraiment à rendre notre jeu beaucoup plus propre, beaucoup plus fluide. Et toute la manœuvre, au fait, bénéficie de ça. Et c'est vraiment un retour très, très, très important. Parce que techniquement, on voit qu'il est clairement fait au-dessus. Et c'est un joueur, je pense, s'il n'avait pas eu certaines blessures, je pense qu'il ne serait pas chez nous actuellement, parce que c'est vraiment un joueur, techniquement, on voit dans ses prises de balles, comme il touche la balle, on voit que c'est un joueur qui, techniquement, est 2, 3 classes au-dessus, clairement. Il y a De toute peut-être un façon, autre élément. ouais, vas-y. Il y a peut-être un autre élément par rapport à Toiti, au-delà de ses blessures, c'est que j'en parlais avec quelqu'un qui l'avait beaucoup suivi, notamment dans son passage récent en Super League, c'est que ça lui arrivait par moment à l'étage d'en dessus de pêcher un petit peu par égoïsme et de pas forcément toujours rechercher la solution collective quand elle s'imposait au-delà des blessures. Mais c'est clair que techniquement, il n'y a absolument rien à dire, c'est notre meilleur joueur.
Ouais, puis de toute façon, il y a un truc qui est assez équivoque, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il revient, on change de système et on repasse au 4-2-3-1 en mettant un numéro 10. Donc finalement, c'est un retour qui conditionne entièrement la façon dont on veut jouer. Et à partir de là, ça en dit long aussi sur le statut que lui donne Willy Forte et sur la position préférentielle selon Willy Forte, parce que on s'attendait pas nécessairement à le voir dans ce registre-là lorsqu'il est arrivé. Finalement, en suivant toute la pré-saison, on a vu qu'il jouait quasiment que là, donc d'accord. On voit pourquoi, on a vu ses qualités en pré-saison, etc. Et voilà, il joue, il fait des bons matchs, et dès qu'il est blessé, on rechange de système et on n'a pas vraiment sa solution naturelle enfin son remplaçant naturel qui sort du lot. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir que Forte reconditionne complètement la façon dont il veut faire jouer son équipe parce que toi tu es là. Et en même temps, c'est clair qu'il a un bagage technique qui est tel que bah, c'est pas non plus surprenant. C'est clair, il a vraiment toutes les caractéristiques du joueur d'impact hein, dans cette équipe et dans cette ligue. Chaque fois qu'il arrive à toucher le ballon dans des bonnes conditions, ça pouvait potentiellement être dangereux. Tu as souligné Varane ses qualités de vision de jeu, de passe, mais il a aussi des qualités pour éliminer en 1 contre 1. Hein. On l'a vu à plusieurs reprises. Il est capable sur des gestes techniques. Il a aussi une bonne pointe de vitesse d'éliminer les adversaires. Donc c'est un joueur très important de par ses qualités, mais c'est un poste également aussi très important. On a vu que ce poste n'était pas doublé, ou en tout cas Forte estimait que quand le joueur n'était pas là, on ne pouvait pas jouer dans ce système-là. Donc voilà, on voyait où je veux en venir. On approche de la fin du mercato d'été. Et puis voilà, on souhaite vraiment tout le meilleur à Houssine Touati et puis qu'il puisse faire une saison pleine. Mais s'il se reblesse de nouveau, même si c'est pour manquer 2-3 matchs comme cette fois, eh bien, on a besoin d'un joueur qui est capable de le remplacer à son poste, parce qu'on voit que c'est un poste qui convient à toute l'équipe finalement. C'est dans cette configuration-là qu'on a fait nos meilleurs matchs et qu'on a obtenu nos points, à l'exception peut-être du match à Carouge. Mais sinon voilà, c'est dans cette configuration-là. Donc ouais, gros match. Et en plus, Houssine Touati, il est extrêmement sympathique à l'interview. Donc voilà, on se réjouit encore de le voir à l'œuvre lors des prochains matchs. Et puis voilà, il va faire mal, je pense, à beaucoup de défenses de Challenge League, pas qu'à celle de Vaduz. On voulait aussi parler de Yoann Epito, qui a livré un match très très solide, très sérieux derrière. Alors il a eu une petite hésitation en première mi-temps, il s'est fait un peu peur sur voilà une mauvaise estimation d'une balle un peu en cloche de Vaduz. Mais ensuite, je dirais qu'il a vraiment mené la défense. Il a été très sérieux dans son match. Je sais pas qui veut développer un petit peu cette idée-là sur Yoann Epito. Ouais, moi je veux bien. Ouais. Donc c'est vrai que moi ça m'a fait plaisir pour lui, parce que des fois c'est un joueur qui est un peu critiqué, et je trouve que hier soir il a été très bon. Pour moi c'était l'un des meilleurs. Il a vraiment montré la voie, surtout en termes d'état d'esprit. Ben, c'est vrai que depuis le début de la saison, derrière on est trop permissif. Je trouve qu'on est mou. Et il a mis énormément d'impact, il a mis énormément d'intensité, il a mis du cœur, il a mis de la grinta, il a été généreux. Et je pense qu'il a vraiment montré la voie. Et je pense aussi, si c'est le match où on a le moins souffert derrière aussi, je pense qu'il n'est pas du tout étranger à ça. Et on a vraiment besoin d'avoir cet état d'esprit, parce que si derrière on arrive à rester solide, devant on a des arguments pour faire vraiment très très mal. Et là il a été vraiment très bon, exemplaire, il a mis le pied. Et puis c'est vrai que des fois derrière on est un peu trop permissif. Et puis là il s'est permis de faire deux trois interventions appuyées, de mettre des tacles. Enfin voilà. Et je pense qu'on a besoin de cette énergie-là derrière. On a besoin d'avoir ce truc un peu animal, quoi. Et il a vraiment sorti ça. Et j'ai vraiment trouvé que c'était agréable à voir, d'avoir un défenseur agressif comme il faut, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment relever ça, parce que c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui disent oui, mais c'est relance. Des fois, il est un peu lent. Ben,
je trouve qu'en tout cas, vendredi, il a été excellent. Voilà. On avait besoin que des c'est quand qualités même- de Johan et Pito, et puis elles se sont magnifiquement exprimées sur ce match, Michael. C'est ça, mais après les doutes ou les points relevés sur son jeu sont pas faux. C'est juste que après, je pense que dans un match comme ça, il est aussi moins exposé à. Enfin, de manière générale, on expose moins nos défenseurs centraux et même le gardien sur cette deuxième période à la relance courte et on met moins à contribution les qualités de balle. Donc finalement, là-dessus, c'était les qualités parfaites au bon moment, hein, pour lui. Et sur ce match-là, il a fait une excellente prestation. Il a été très solide, il a arrêté les offensives de Vaduz quand il fallait. Et ensuite, ça permet Vaduz qui jouait très haut et qui a dû le faire de plus en plus tout au long du match en étant mené, se retrouve déséquilibré avec des bonnes récupérations, ça a joué vite. Et je pense que sur un match comme ça où c'est un peu moins les qualités balle au pied qui sont demandées, il a été excellent, c'est sûr. Très bien. Alors, avant qu'on conclue cette rubrique, on va quand même donner la parole à Sam. Sam, toi, tu étais donc sur le bord du terrain pour prendre des photos. Parle-nous en quelques mots de comment tu as vécu ton match. Bon, un peu difficile d'analyser le match parce que bon, j'étais déjà très concentré sur l'objectif, mais j'ai trouvé l'équipe. Non, ça faisait. Ouais, c'est difficile à dire depuis le bord du terrain qu'on fait un autre truc à côté, mais j'ai quand même pris du plaisir et j'ai quand même vu que les joueurs avaient aussi du plaisir à jouer. Il y avait des sourires sur les visages. C'est un peu ce Ouais. que j'ai retenu malgré la concentration que j'avais sur l'objectif. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les photos prises par Sam sur notre page Instagram, mais aussi sur ses pages à lui personnelles. Allez les voir, mettez des likes, ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense que sans transition, messieurs, on peut passer à la rubrique suivante. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas abordé un match de légende de Neuchâtel Xamax et puis j'avais pas eu le temps de préparer cette chronique un petit peu plus tôt, mais cette semaine j'ai eu le temps. Et alors, messieurs, qu'est-ce que vous faisiez le 27 novembre 1991 ? Ouf, je me souviens plus. Moi, je crois que j'ai une petite idée. Ouais. Je crois que j'étais pas né. Alors, Mickaël n'était pas né, Mathéo, Moi, j'étais en randonnée en montagne. Non, j'étais pas né. n'était pas né non plus, Varam. Alors oui, j'étais né, mais je suppose que je devais être à la maison et mon père était au match. Ça, par contre, c'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Rappelle-nous ton année de naissance, Varam. 1986. Ah, 86, ouais, tu as presque mon âge. Donc voilà, tu aurais pu, suivant tes Oui. parents, pouvoir assister à ce match. Sam, toi, tu avais à peu près 1 an, c'est ça ? Ouais, je venais d'avoir 1 an, donc je pense qu'on me changeait la couche à ce moment-là. Ouais. Ok, alors, le 27 novembre 1991, pour ceux qui s'en rappellent, bien évidemment, c'était la réception pour la deuxième fois. C'est ce match-là qu'on va évoquer, la réception du Real de Madrid lors de la Coupe UEFA 91-92. Le Real Madrid qui s'était déjà présenté à Neuchâtel en 1986 lors des quarts de finale à l'époque de la Coupe de l'UEFA. Et puis, les Neuchâtelois étaient tombés vraiment avec les honneurs, s'inclinant d'abord 3-0 à Santiago Bernabéu avant de presque retourner le match à la Maladière. Ils se sont imposés 2-0 sur des buts de Stilic et de Jacobacci après avoir fait vraiment trembler le Real Madrid jusqu'au bout. Donc c'était normalement un Real Madrid qui, même si les joueurs avaient changé, mais qui était prévenu que Neuchâtel à ce moment-là était une terre difficile, voire impossible à conquérir quand on jouait l'Europe, puisque les Neuchâtelois étaient à ce stade-là invaincus en Coupe de l'UEFA, enfin en Coupe d'Europe à domicile. Donc les Neuchâtelois réalisent là un très bon parcours puisque au premier tour, enfin au 32e de finale, ils éliminent le Floriana Lavalette en s'imposant 2-0 à la Maladière et puis en ramenant le nul 0-0 depuis Malte. En 16e de finale, on l'a déjà évoqué, ce fameux match aller, c'était notre deuxième match de légende. C'était évidemment la réception du Celtic de Glasgow avec cette magnifique victoire 5-1. Et comme les Neuchâtelois se sont inclinés sur leur score de 1-0
au match retour en Écosse, ils avaient le droit de disputer les huitièmes de finale et le tirage au sort n'a malheureusement pas été clément envers Neuchâtel Xamax puisqu'on a tiré le Real Madrid. Donc pour vous rendre compte, messieurs, à ce moment-là, en novembre 1991, le Real Madrid, c'est 25 de ses 36 titres de champions qui ont déjà été obtenus. 16 de ces 20 Coupes d'Espagne, 3 de ces Super Coupes d'Espagne sur les 13, et puis ils ont déjà gagné 5 fois la Coupe des Champions. À l'époque, ça s'appelait pas encore la Ligue des Champions, c'était pas encore cette formule-là. Aujourd'hui, évidemment, ce sont les recordman avec 15 titres. Et puis, ils avaient déjà aussi soulevé 2 fois la Coupe de l'UEFA. Ils ne la ressoulèveront d'ailleurs plus après ce moment-là, puisque le Real Madrid est habitué à jouer la Ligue des Champions, donc il ne dispute plus la Coupe UEFA et son descendant l'Europa League. Donc le Real Madrid à ce moment-là c'est déjà un monstre évidemment en Espagne mais aussi au niveau du football européen. Donc voilà, évidemment que Neuchâtel est le petit poucet de cette confrontation. Le public répond présent puisque c'est 17 500 spectateurs qui se présentent à la Maladière ce soir-là. C'est un mercredi pour ceux qui s'en rappellent, le 27 novembre. Alors moi, j'avais déjà fait des pieds et des mains pour assister au match contre le Celtic de Glasgow. Et puis, j'ai aussi fait des pieds et des mains pour pouvoir venir à ce match dans le Real Madrid. À l'époque, j'étais proche de mes 9 ans, on va dire. Et puis, je vais faire une petite dédicace à mon prof d'école primaire qui aujourd'hui est assis derrière moi au stade, hasard du destin. Ma mère lui avait fait un mot d'excuse et puis il avait été très compréhensif déjà à l'époque. Donc voilà, je le remercie pour ce geste. J'avais manqué l'école le lendemain puisque le match finissait très tard. Donc voilà. Neuchâtel Xamax au coup d'envoi se présente dans la composition suivante. Florent Delay est au but. Sur les côtés en défense, Fazel à droite et Fernandez à gauche. Annie Ramsey partage la charnière centrale avec Robert Luthi, puisque oui, à ce moment-là, Robert Luthi avait déjà entamé sa reconversion de fin de carrière en tant que défenseur central. Le milieu de terrain à 4 était partagé avec dans l'axe Régis Rottenbuller et bien évidemment le capitaine Philippe Perret. Et sur les côtés, à droite, il permutait beaucoup, mais plutôt à droite, Ibrahim Hassan, à gauche, Beat Souter. Et le duo d'attaquants était composé du jumeau d'Ibrahim, Ossam Hassan, héros du match précédent contre le Celtic de Glasgow, et Christophe Bonvin. Sur le banc, Frédéric Chassot, Ronald Rottenbuller, le frère de Régis, Alain Vernier, Régis Froidevaux et puis Richard Amedro, le gardien remplaçant, puisqu'on était à une période où Joël Corminboeuf était du côté de Strasbourg. Ou à Zurich, je sais plus, mais en tout cas, il n'était pas à Neuchâtel à ce moment-là. Le Real Madrid se présente avec la composition suivante. Bouillot au but, Ricardo Rocha et Sanchis forment la charnière centrale. Gordillo sur la droite de la défense, Chendo à gauche de la défense, Mila Aspas et Michel comme sentinelle, Villarroya sur un côté, Fernando Hierro, la légende, comme numéro 10, une autre légende plutôt sur la gauche, une légende roumaine. Si je vous dis légende du football roumain qui a joué au Real Madrid, messieurs, vous me dites George Hagi, merci Varam, évidemment, qui était déjà une superstar à l'époque. Et puis une autre superstar était en pointe, une légende vraiment du Real Madrid et du football espagnol. Ça vous dit quelque chose, messieurs, attaquant à ce moment-là? Non. Hugo Sanchez? Non, c'était pas Hugo Sanchez, c'était Emilio Butragueño. Ah, ok. Ah ben oui. Et puis sur le banc, entre autres, je vais pas vous citer tous les remplaçants, mais je vais vous en citer 2 qui sont quand même assez connus. On avait un certain Luis Enrique et puis un certain Paco Llorente qui est le père de Marcos Llorente, l'actuel joueur de l'Atlético Madrid. C'était un match, il va pas forcément être aussi spectaculaire au nombre de buts que le match contre le Celtic de Glasgow, mais il est assez irréel. On pouvait s'attendre à avoir un Xamax recroquevillé et puis un Real Madrid qui attaque de la première à la dernière minute, mais dès la première minute, Neuchâtel Xamax prend quand même un peu les choses en main
avec un très bon débordement de Bonvin, un centre, ballon dégagé en corner. Sur le corner, un duel âpre avec une faute sur Bouillot qui avait quand même réussi à prendre le ballon des points. Donc les Neuchâtelois montrent à leurs adversaires du soir qu'ils sont pas venus pour faire de la figuration. D'autant plus à la 6e minute où Annie Ramsey fait un gros tacle à la Sergio Ramos, j'ai envie de dire, un tacle assassin. Voilà, clairement, le joueur égyptien aurait dû être expulsé sur cette intervention. Il cisaille vraiment le joueur à l'orée des 16 mètres avec les 2 pieds décollés. Fort heureusement pour lui et pour nous, il s'en tire qu'avec un carton jaune, mais voilà, on aurait déjà dû se retrouver à 10 à la 6e minute. C'est la première, on va dire, des 2 erreurs d'arbitrage qui auront été en notre faveur sur ce match. Et puis ensuite, jusqu'à la 36e minute, le match est très haché. Les 2 équipes essayent de développer un peu du jeu, mais il n'y a pas d'occasion franche, avec beaucoup de petites fautes qui cassent le jeu. À la 36e minute, Sanchis fauche Beat Souter, à l'orée des 16 mètres, légèrement décalé sur la gauche de l'attaque neuchâteloise. Et puis, il pose lui-même le ballon avec Ibrahim Hassan à ses côtés. Souter feinte et c'est Ibrahim Hassan qui frappe. J'imagine que même si vous n'étiez pas présent au stade ce jour-là, messieurs, pour cause de non-naissance, vous avez quand même dû voir ce but à la télé ou sur YouTube après coup. Il a nettoyé la lucarne gauche de Bouillot. Vous l'avez vu après coup, ce but, messieurs? Oui, Je l'ai vu, ouais. Ouais, Je ouais. l'ai déjà vu. C'est vraiment un coup franc limpide, une frappe enroulée. Il donne l'impression que le ballon va sortir, mais il est tellement bien enroulé qu'il revient juste dans la lucarne. Et puis, je pense même celle-là, Buchel, il l'aurait pas arrêté non plus, du coup. Et pourtant, il en arrête beaucoup. Et pourtant, il en arrête beaucoup. À partir de là, c'est vraiment à partir de ce but finalement que le match tombe dans l'irréel, puisque là, c'est le début des catastrophes pour l'équipe neuchâteloise. À la 40e minute, Robert Luthi doit céder sa place. Il sort d'abord au bord du terrain et puis il sort en boitillant. On se dit que c'est pas grave, un coup de spray magique et puis il va rentrer. Et puis, en fait, non, il ne peut pas tenir son rang pour le reste du match. Il est remplacé par Alain Vernier. On apprendra en fait le lendemain qu'il souffre d'une lésion du ligament interne du genou gauche et il manquera on va dire toutes les matchs jusqu'à la pause hivernale, plus le début du championnat. Je crois qu'il reviendra sur le terrain seulement au mois de mars, donc une blessure anodine qui n'en était pas du tout une. Et puis à la 43e, alors là on voit tout de suite que c'est grave, mais sur un contact aérien avec Hadji, Walter Fernandez retombe lourdement sur sa jambe gauche, sur son genou gauche. Et pareil, pour lui, déchirure du ligament croisé du genou gauche. Il manquera aussi 6 mois de compétition à ce moment-là. Il est remplacé par Alain Froidevaux. Donc, ce qu'il faut savoir, messieurs, c'est qu'à ce moment-là, la règle autorisait 2 changements par match. Donc, on n'est même pas à la mi-temps et Neuchâtel-Xamax a déjà dû faire ces 2 changements. Donc, c'est le scénario catastrophe. En plus, ces 2 joueurs très importants qui sortent, défenseur central, le latéral gauche indiscutable, titulaire à ce moment-là. Donc, voilà, on la sent pas très bien pour Xamax. Et puis alors, voilà, les 2 équipes rentrent à 1-0 pour Neuchâtel-Xamax à la mi-temps. Et dès le début de la 2e mi-temps, là, c'est la catastrophe. Sur une action anodine du Real Madrid, Annie Ramsey revient sur la touche en boitant, mais au moment où il fait ça, il libère un espace pour Butragueño qui se présente seul. Alors, je pense qu'il en a mis des plus difficiles dans sa carrière, mais celui-là, fort heureusement pour nous, il le rate. Florent Delez se présente, il passe le ballon à côté de lui et le ballon passe à quelques centimètres du poteau droite de Delay. Et puis à ce moment-là, Annie Ramsey, en fait, il aurait dû être remplacé. Si ce match avait lieu en 2024, il serait aussi sorti à ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'on peut plus faire de remplacement à ce moment-là. Donc là, il y a 2 options qui se présentent. Soit on joue à 10, soit on fait jouer Ramsey en étant blessé. Alors il avait une blessure à la cuisse, il pouvait quasiment plus courir. Donc à ce moment-là, Roy Hodgson décide de le replacer en tant que sentinelle devant la défense, mais il fera toute la 2e mi-temps. Voilà, il recevra des ballons où il fera des passes latérales, mais il pourra plus courir, il pourra plus accélérer. Donc c'est comme si Neuchâtel évoluait à 10, pratiquement un poids mort là au milieu du terrain, mais il disputera tout le match et
vous verrez plus tard que sans lui, on aurait concédé l'égalisation. Donc voilà, on voit au stade à ce moment-là que Ramsey revient, mais qu'il est blessé. Il a un gros bandage sur la cuisse gauche, donc c'est vraiment la catastrophe. À la 62e minute, voilà, la deuxième grosse erreur d'arbitrage que je mentionnais avant, sur une action du Real Madrid bien développée sur le côté droit, Butragueño reçoit le ballon dans les 5 mètres et puis il crochette Fazel qui le fauche. Et là, honnêtement, je ne sais pas comment l'arbitre n'a pas pu siffler penalty parce que c'était évident. Même dans le stade où j'étais placé, je me souviens de l'avoir clairement vu le contact. Et puis ce match, pareil, il aurait eu lieu en 2024. La VAR serait intervenue et aurait donné un penalty plus que logique au Real de Madrid. Donc là, au moment où rien ne se passe, nous on respire et on se dit que peut-être le miracle aura lieu et qu'on arrivera à tenir le score jusqu'à la fin du match. Et puis maintenant c'est au tour de Florent Delay de briller dans ce match. Il avait déjà effectué quelques arrêts à ce moment-là, mais à la 71e, il effectue l'arrêt du match. Il a une parade réflexe sur Luis Enrique. Donc Luis Enrique reçoit le ballon depuis la gauche sur un centre tendu rater. Et puis, il reprend le ballon à bout portant. Il le dévie juste, mais il change complètement la trajectoire du ballon. Et là, Delay a un réflexe hallucinant. Il touche du pied. Mais voilà, ça, 99 fois sur 100, c'est but. Il a vraiment un réflexe incroyable sur sa ligne. Parce qu'en plus, le ballon ne lui vient pas dessus. Il est légèrement décalé, donc il doit tendre le pied pour le sortir. C'est vraiment l'arrêt du match. À la 77e minute, le Real Madrid commence à être un peu nerveux et puis Fernando Hierro, qui était déjà averti, reçoit un deuxième carton jaune après que Felipe Perez l'ait magnifiquement dribblé. Donc le Real Madrid a évolué à 10. J'ai presque envie de dire à 10 contre 10 vu que Ramsey est toujours sur le terrain à ce moment-là. Mais je le mentionnais avant, s'il était sorti, il n'aurait pas pu effectuer cet arrêt. Enfin, je dis cet arrêt, mais ce sauvetage incroyable sur la ligne. Butragueño sur un centre venu de la gauche venu de la droite, reprend le ballon de la tête et Ramsey en fait saute littéralement pour enlever le ballon qui prenait la direction de la lucarne. Donc vraiment un sauvetage d'un défenseur tout autant énorme, que je l'apprécie beaucoup, Annie Ramsey. Et puis voilà, heureusement qu'il n'était pas sorti, sinon ce ballon prenait la lucarne et puis ça aurait été l'égalisation du Real Madrid. À la 93e, dernière action du match, Hadji se présentait seul, légèrement excentré sur la droite, et puis Florent Delay sort un peu comme un kamikaze, mais voilà, il enlève le ballon des pieds de Hadji, mais il prend le pied de Hadji, il s'écroule, et puis le temps qu'on lui donne les soins sur le dégagement, eh bien, l'arbitre siffle la fin du match. Neuchâtel Xamax l'emporte, c'est le délire à ce moment-là dans le stade. Je me souviens que j'ai pas pu dormir beaucoup cette nuit-là parce que j'avais évidemment beaucoup entendu mes parents parler du premier match contre le Real Madrid. Ils y étaient, moi j'y étais pas, j'avais que 3 ans à ce moment-là, mais de pouvoir vivre en direct une victoire de Neuchâtel Xamax contre le grand Real Madrid, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là, et c'est des émotions que malheureusement on ne revit plus actuellement à la Maladière, mais ça restera, même si j'étais pas bien vieux, ça restera gravé pour toujours dans ma mémoire. Voilà, malheureusement, Neuchâtel Xamax, son parcours s'arrêtera sur ce 8e de finale puisque l'équipe s'inclinera lourdement à Bernabéu le 12 décembre. Donc Philippe Perret avait reçu un carton jaune, donc il était suspendu. Il avait déjà reçu un carton jaune au tour précédent, donc il est suspendu pour le match retour. Donc privé de Perret, de Ramsey, de Lutti et de Fernandez, autant dire que la mission était très compliquée. Et puis elle s'est vite transformée en mission impossible. Le Real Madrid, toute la réussite qu'ils n'ont pas eu au match aller, ils l'ont eu au retour. Et puis voilà, ils se qualifient pour les quarts de finale. Ils iront cette année-là jusqu'en demi-finale. Et puis si je ne me trompe pas, c'est un club italien qui avait gagné la Coupe de l'UEFA cette année-là. C'est un club pas très connu, il me semble. C'est Inter de Milan, je crois, quelque chose comme ça.
C'est Oh non, possible, bien possible. oh non. Non, c'était pas cette année-là, pardon. C'était pas cette année-là, c'était plus tard. Non, cette année-là, c'est l'Ajax d'Amsterdam qui s'est imposé face à un club italien. Effectivement, c'était le plus grand club de la ville de Turin, le FC Torino. Voilà. Je fais semblant que j'ai rien entendu. Fais semblant qu'il a Donc, rien entendu. il y a quand même une vraie information dans ce que tu donnes, c'est que le Real Madrid pouvait avoir le corps arbitral contre lui. Oui, effectivement, c'est un petit peu la conclusion de cette chronique. Le Real Madrid, on se souvient quand Ulis Chilique était arrivé à Neuchâtel, il avait beaucoup parlé autour de la relation, on va dire, entre les dirigeants du Real Madrid et le corps arbitral en Espagne et en Europe. Alors, rien n'avait jamais pu être prouvé, évidemment, mais voilà, il y avait beaucoup de décisions qui tournaient souvent en faveur du Real de Madrid. Mais ce soir-là, effectivement, il faut croire que Gilbert Facchinetti avait été plus convaincant que son homologue espagnol. Et puis que tout avait bien tourné pour nous. Voilà, messieurs, alors je sais que vous n'étiez pas à ce match, et puis c'est pas forcément facile pour vous de vous exprimer, mais quand on vous dit Neuchâtel Xamax a battu un jour le Real Madrid, ça vous fait quoi? Bah déjà, heureusement que tu l'as pas dit après le 4-0 contre Ville, parce que c'est vrai qu'on retrouverait quand même très très bas. Sinon, bon, ça c'est, on a tous, même si on n'était pas nés ou trop jeunes pour certains, c'est quand même tous des histoires qu'on a entendues et qui nous a à un moment ou à un autre paru complètement irréalistes, puisque maintenant on rêve même pas trop de jouer une Coupe d'Europe. Alors c'est clair que jouer contre le Real Madrid et de gagner, c'est encore plus inimaginable, mais voilà, c'est clair que c'est un truc un peu d'un autre temps et qui fait toujours, c'est toujours très intéressant et plaisant d'écouter ceux qui y étaient. Ça nous rappelle la fascination que finalement dégageait ce club. Et c'est vrai que c'est finalement grâce à ces épopées-là que malgré le statut actuel du club, j'arrive à en parler, notamment en Italie où je me rends souvent, mais même ailleurs. J'arrive à en reparler avec des gens qui sont pas suisses et puis qui ont déjà vu au moins une fois dans une presse locale le nom Xamax. Et ça, c'est grâce à ce genre de match qu'on est connu à l'international finalement. Oui, Varam, Sam. Oui, bah moi, comme je l'ai vécu, j'étais petit, on va dire, mais moi je me rappelle qu'il y avait une effervescence incroyable, même si effectivement, bah, on est petit, donc on comprend pas toujours bien ce qui se passe, mais on sentait qu'il y avait une certaine d'effervescence. En tout cas, mon père, il était fou, il allait voir les matchs. Je me rappelle que quand on regardait le téléjournal aussi, il y avait vraiment une effervescence. Xamax qui bat le Real, enfin, c'était incroyable. Moi, je me rappelle aussi de séances de dédicaces. À l'époque, c'était aux Armourins, je crois, à Gelmolly, où il y a maintenant Zara. Et je me rappelle qu'il y avait la file parce il y avait toute l'équipe qui faisait une séance dédicace. Et je me rappelle encore, c'était des files et des files. C'était incroyable. Et on sentait vraiment que la ville vivait pour le club. Et moi, je l'ai un peu plus vécu au milieu des années 90 avec des matchs de Coupe UEFA, notamment contre la Roma, l'Étoile Rouge de Belgrade, il y avait eu Auxerre, enfin voilà, il y avait eu l'Inter aussi. Et ça a été un peu les derniers moments. Mais c'est vrai qu'avec le recul, et quand on voit ce qui se passe actuellement et depuis de nombreuses années, bah, c'est vrai que ça nous semble loin et ça nous semble une sorte de rêve un peu irréel. Mais c'est vrai que moi, gamin, ce que je me rappelle, c'est de sentir vraiment cette vibration spéciale. Enfin, on sentait qu'il se passait quelque chose, quoi. Sam, du haut de tes 1 an, comment tu te souviens de ce match? Ouais, je m'en souviens surtout des histoires qu'on me racontait, mes parents ou bien même mon grand-père. C'est vrai qu'ils m'ont raconté ça vers, je sais pas, peut-être que vers les 6 ans, quand ils m'ont commencé à m'amener aux premières fois au stade, je pense. Et c'est des histoires qu'ils m'ont racontées, qui m'ont vraiment donné envie d'aller voir les matchs, qui m'ont donné envie de voir les vidéos, du match, justement, en plus. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai préféré le Xamax que voir des matchs de tennis ou de golf. Et aujourd'hui, grâce à ces histoires-là du passé, que même que j'ai pas vu que j'étais trop petit, qui me donnent
cet amour pour cette équipe maintenant. Oui, effectivement. Donc, juste pour vous, chers auditeurs, si vous souhaitez revivre aussi ces émotions-là, le match est disponible entièrement sur une chaîne YouTube espagnole. Alors, il faudra vous taper le commentaire en espagnol, mais il est vraiment, elle est disponible en entier. J'ai une excellente mémoire, surtout en ce qui concerne le Châtel Xamax et le football, mais j'ai quand même dû aller revoir certaines séquences pour vous préparer cette chronique. Donc, j'espère que voilà, vous l'appréciez autant que moi. J'ai apprécié l'affaire. Pour réagir à tes propos, Varam, les matchs plus tard contre les grosses équipes italiennes, voilà, on est en réflexion pour développer une petite chronique à ce sujet, puisque voilà, on a deux de nos chroniqueurs qui sont originaires d'Italie, qui apprécient le football italien et qui apprécient le Châtel Xamax, donc qui ont décidé un petit peu de mélanger leurs différentes passions sur une petite chronique. On y reviendra sur des matchs de légende contre des grands clubs comme l'AS Roma, l'Inter de Milan ou encore la Juventus en match amical. Voilà, messieurs, je propose qu'on passe gentiment sur la partie finale de l'épisode. Alors, pas de match pour les 3 prochaines semaines, on l'a dit, donc on va pas préparer le match contre Chafouz 3 semaines avant. Ça n'a pas tellement de sens. Il peut se passer tellement de choses à ce moment-là. Vous l'avez entendu sur nos interviews réalisées sur notre chaîne YouTube que Uli Forte espère pouvoir faire une opposition contre un adversaire pendant cette période-là, mais que ce sera difficile à trouver vu qu'ils sont la seule équipe du football pro et aussi de la Promotion League à ne pas disputer de match lors du week-end de pause. Les autres équipes sont engagées en coupe et puis les équipes de Promotion League sont engagées dans leur championnat, donc on sera plutôt sur une opposition à l'interne à ce moment-là. Bah voilà, on espère juste que l'équipe pourra capitaliser sur le momentum, comme disent les journalistes de hockey, les suiveurs du hockey. C'est toujours mieux de terminer un petit cycle comme ça de matchs sur une série sur une victoire. Ça donne plus de positivité à l'entraînement, mais il y a encore du boulot, messieurs. Hein. C'est sûr, bah on a vu, on a beaucoup parlé des différents points qui nous ont plu, moins plu. Même ce qui a extrêmement bien fonctionné, et on doit voir à quel point ça peut être réitéré match après match, parce qu'il y a des choses qui sont forcément liées au résultat et au scénario. Donc ouais, on espère en tout cas voir, et il faut qu'on voit aussi l'équipe qui va de l'avant et qui progresse pour ces 3 prochaines semaines, parce que sur ce match face à Chafouz, parce qu'il y a quand même vraiment le temps pour travailler dans la sérénité, même si le manque de compétition peut aussi faire mal. Donc attention, et, on verra dans quel état ils reviendront. C'est vrai que c'est assez particulier de se dire que c'est la seule équipe professionnelle en vacances sur ce week-end de reprise, enfin sur le week-end de coupe, parce que même la Promotion League, la Première League, puisque je pensais à la Chaux-de-Fonds, j'allais dire pourquoi pas un bon vieux derby contre la Chaux-de-Fonds, mais même eux auront un match, mais de Première Ligue, de championnat. Donc on a une situation très particulière quand même. On est un des rares clubs suisses à être en vacances sur le week-end de reprise. Effectivement. Et puis, on attend aussi un travail dans les coulisses de la part du staff et puis de l'équipe administrative, parce qu'on approche gentiment de la fin du mercato. Et puis, il y a des postes encore à compléter. Vous aimeriez quoi? Alors, c'est un peu tôt pour des cadeaux sous le sapin de Noël, mais selon vous, messieurs, il faut axer sur quel poste au singulier ou au pluriel cette fin de mercato? Je pense que si on est, il y a un poste qui est indispensable. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que si on parle pas que en tant que mercato vraiment idéal, parfait, et qu'on est plus réaliste sur le fait de pas, j'imagine qu'on va pas non plus dépenser énormément sur cette fin de mercato. C'est clair que c'est indispensable de recruter un latéral gauche. Maintenant, ça a été évoqué aujourd'hui, notamment sur le fait que Toiti change complètement à lui tout seul la façon dont Uli Forte veut faire jouer cette équipe. Ça se comprend par la qualité du joueur, mais on pourrait aussi imaginer avoir sa doublure, parce qu'à un moment donné, sinon,
Dès qu'il sera absent, on aura une équipe qui sera potentiellement en manque de repères, qui saura pas trop comment jouer avec le ballon, parce que c'est ce qu'on a vu quand même lorsqu'il a été absent et qu'on a joué différemment. Ce serait le truc, le mercato vraiment idéal. C'est un joueur une doublure de Toiti. Maintenant, je pense que si on est réaliste, le vrai mercato, il doit obligatoirement, par contre, on n'a pas trop le choix, se faire sur le latéral gauche. Et pour la suite, je ne sais pas vraiment s'il y aura ce 10 tant attendu, parce que finalement, ça a aussi été un sujet qui a été évoqué souvent pendant le mercato. Et au final, c'est Toiti qui a pris cette position, qu'il a extrêmement bien fait, mais au final, on n'a pas recruté à ce poste, alors que même les dirigeants et Uli Forte disaient vouloir recruter dans cette position. Ouais, je pense que ce sera une question aussi d'opportunité pour ce poste-là, parce que n'oublions pas qu'on a Marwan Kalam qui évolue à ce poste-là. Marwan Kalam, il est actuellement dans la phase où il est intégré avec la première équipe, mais il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. On sait maintenant Uli Forte, on commence aussi un petit peu à le connaître, et puis il a une manière quand même spécifique d'introduire les nouveaux joueurs. D'abord, ils s'entraînent avec la première équipe, mais nous on le sait pas parce qu'on n'assiste pas aux entraînements, et puis ils sont pas inscrits sur la feuille de match, donc on pense qu'ils sont toujours avec les M19, mais non, Marwan Kalam a déjà passé cette phase-là. Maintenant, il est inscrit dans le contingent et il a disputé quelques minutes la saison passée, sauf erreur cette année. Il n'a pas encore effectué quelques minutes de jeu. Ça viendra, je pense, à partir du mois de janvier. Ça dépendra aussi où on en sera au niveau du classement et quelles seront nos ambitions. Mais j'imagine que voilà, il y a un moment où il va obtenir de plus en plus de temps de jeu. Il fait ça aussi avec Francesco Lentini, qui a peut-être un tout petit peu d'avance dans les starting blocks à ce niveau-là. Mais on voit aussi la manière dont Brian Soro avait été introduit. Il s'était entraîné avec l'équipe, puis ensuite il était dans le contingent, il avait disputé qu'une minute, puis la deuxième partie de saison, il avait eu beaucoup de temps de jeu. Donc on peut s'attendre aussi à ce que, à terme, la doublure ou la concurrence pour Hussein Toiti soit Marwan Kalam. Donc dans ce sens-là, ça pourrait valoir la peine de recruter d'obtenir un prêt d'un joueur à ce poste-là, un prêt de 6 mois, mais ça se fait très peu les prêts de 6 mois, mais un prêt pour la saison, et puis un joueur à qui on donne du temps de jeu aussi pour l'autre club, et puis qu'on amène gentiment Marwan Kalam à obtenir de plus en plus de temps de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Moi, c'est aussi un peu ce que je défends ce que je défendais pendant le mercato et qu'on discutait beaucoup de potentiels recrues, etc. Si on veut un joueur dans cette position de numéro 10, de milieu offensif, en tout cas, ouais, d'un offensif qui prend vraiment l'axe, parce que parce qu'on manque de ce profil-là. Ça passe. Je m'attends quand même à ce que ça puisse potentiellement passer par un prêt, parce que voilà, on a encore un vrai mercato à faire sur le poste de latéral gauche, et du coup, moi, je serais vraiment pas étonné. Enfin, je pense que ce serait une solution souhaitable que ça passe par un prêt. Après, bon, encore faut-il trouver le prêt, l'équipe qui voudra l'envoyer pour qu'il soit doublure, etc. Mais je ne sais pas s'il y a ça sur le marché, mais je pense que ce serait le compromis idéal, plutôt que de devoir recruter un salaire potentiellement élevé, enfin j'en sais rien, mais voilà, plutôt que de devoir recruter un joueur qu'il faudra un peu plus payer qu'un joueur en prêt, alors qu'on a déjà encore pas mal de travail pour trouver un titulaire à gauche. C'est ça. D'autres avis sur le mercato? Les gens qui ne sont pas exprimés. Ouais, bah effectivement, je pense que l'urgence c'est un latéral gauche parce qu'avec le départ un peu inattendu de Bensakala, bah, on se retrouve qu'avec Fontana. Et là, c'est carrément Gonzalez qui est adapté à gauche, donc le poste n'est pas doublé. Après, concernant Touati, ça va être un peu complexe parce que Touati de base, c'est plutôt un ailier droit qui a été justement mis en 9,5-10 de par sa qualité technique. Or, dans le foot moderne, on va dire que les 10 ou les 9,5, c'est plus des milieux de terrain box-to-box, style ou Greenwich par exemple, et que ça va être difficile de trouver un joueur qui a exactement les mêmes caractéristiques que lui.
L'année passée, on aurait pu, par exemple, penser à un Del Toro, par exemple, hein, qui est aussi un ailier, mais qui aurait très bien pu jouer à ce poste-là. Mais je pense que le marché, je ne sais pas ce qu'il offre, parce que c'est des caractéristiques qui sont très spécifiques et qui sont de moins en moins trouvables. Donc, je pense surtout à un latéral gauche. Après, pour le reste, je pense que ça va être compliqué. Oui, Mathéo. Non, je peux que souscrire à tout ce qui a été dit concernant le mercato. Par rapport à ce que tu disais en introduction de cette dernière rubrique également, c'est vrai on a entendu Forte à la fin du match l'autre soir. La saison est longue et je crois il y a effectivement, de manière générale, pour ceux qui sont là, en tout cas du moins, il y a à vraiment prendre ces matchs-là les uns après les autres si on veut bien figurer dans ce championnat. Parce que on se disait encore avant le match contre Vaduz, la saison va être très très longue à ce rythme. Et c'est vrai qu'il y a eu un beau redressement. Le truc, c'est que 3 semaines de pause, ça peut aussi pas mal couper une dynamique. Surtout quand on joue pas à un niveau où 90% de tes titulaires partent en équipe nationale. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément de dynamique claire qui est vraiment là. On a cassé une mauvaise dynamique avec cette victoire, mais on n'était pas sur un élan incroyable où là, je pense qu'on aurait pu dire clairement que cette pause allait vraiment nous casser ça. Donc, je dirais surtout que cette victoire, elle apporte un petit peu la paix à tout le monde pour travailler dans de bonnes conditions. Maintenant, on n'était pas forcément, heureusement. Non, on aurait bien voulu être dans une très bonne dynamique, mais on n'était pas non plus. C'est pas comme si on avait le feu dans les jambes et que ça venait casser le rythme. Donc pour ça, c'est pas forcément inquiétant. Maintenant, la pause de 3 semaines, ça peut être à double tranchant, ça c'est clair. Ouais, je disais ça dans le sens où c'est au moment où tu retrouves le goût de la victoire que le championnat s'arrête. Et tu as 3 semaines de pause. Et on sait, même si on va pas préparer le match de Chafouz ce soir, on va pas parler du match de Chafouz ce soir, on sait à quel point ces déplacements, on va dire, loin dans la Suisse et lointains pour nous au niveau des kilomètres sont compliqués. Ça nous arrive rarement quand même d'aller gagner dans ces stades comme c'est le cas de Vaduz, comme c'est le cas de Chafouz, comme c'est le cas de Ville. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est au moment où on se remet dedans qu'on est obligé d'attendre 3 semaines pour le prochain match. C'est à voir comment l'équipe va négocier cet aspect. Ouais, Totalement. après, bon, je sais pas. C'est vrai que dans tous les cas, c'est un match compliqué parce que déjà Chafouz a une bonne équipe cette année. Enfin, en tout cas, il commence bien. Donc Oula, attends, tu viens de faire un compliment à Chafouz, toi? Malheureusement, hein, il commence bien, donc on peut pas. Je m'attends. On va pas faire encore une fois, on va pas faire l'avant-match. Qu'est-ce que vous avez fait de Mickaël? Quelqu'un l'a kidnappé, c'est pas possible. Buchel qui fait un bon arrêt, Chafouz qui a une bonne équipe, c'est pas lui, là, il a été kidnappé. T'as Alors, besoin j'ai pas d'aide, vu leur Mickaël? match, Tu veux qu'on envoie mais la je veux police dire, chez toi? J'ai pas vu leur match, mais en tout cas, ils font les points. Donc, d'autant plus là-bas, ça va être compliqué. Maintenant, ouais, cette pause-là, je sais pas si c'est un élément tant à prendre en compte que ça, mais le plus important, c'est qu'on voit de l'évolution, hein, surtout lorsqu'on va aller jouer là-bas. Le match en soi, on sait qu'il sera difficile. Et, et on a quand même hâte parce que c'est vrai que c'est dans un petit moment, hein. Il va falloir. Ça va nous faire bizarre de revoir un match de foot, hein, je vous le dis. Ben, en tout cas, de Xamax, puisqu'il y aura du foot entre eux. Parce que des matchs de foot, on en verra. Mais... Ce sera le 20, effectivement, à 19h30, le vendredi 20 à 19h30. Un dernier mot aussi sur Roland Ndongo, hein, puisque ici à Xamcast, mais peut-être vous aussi, chers auditeurs, vous vous étonniez du peu de temps de jeu obtenu par Roland Ndongo. Pratiquement tous les joueurs ont eu quand même beaucoup ou passablement de temps de jeu, mais lui assez peu, avec quelques entrées, aucune titularisation et quelques entrées sur certains matchs. Donc on a posé la question à Uli Forte, vous l'avez vu, non, on lui a posé hors antenne, pardon. Donc Roland Ndongo il joue légèrement diminué, il est quand même sur les feuilles de match, il est quand même sur le banc, il a pu disputer des matchs, mais il a quelques douleurs aux adducteurs qui l'empêchent de donner la pleine possession de ses moyens. Donc voilà la raison pour laquelle il a obtenu assez peu de temps de jeu jusqu'à maintenant. Et puis, on espère aussi que ces 3 semaines de pause, à lui, c'est sûr, elles vont lui faire du bien
pour soigner ses douleurs. Et puis voilà, je pense que un Roland Ndongo en forme physiquement, c'est un joueur qui peut amener quelque chose à une équipe de Challenge League contre une équipe de Challenge League. Donc voilà, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement pour lui, et puis que vraiment toute l'équipe sera disponible et en pleine possession de ses moyens pour ce magnifique déplacement sur les bords du Rhin à Schaffhouse. Ouais. Voilà, on a le temps de se préparer mentalement, nous aussi, finalement, de devoir aller à Schaffhouse le 20 septembre. Ouais, mais il y a le temps, ça va. Il y a le temps, c'est ça. On va faire une préparation mentale aussi de notre côté. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer mentalement pour Ville. On a vu que ça a aussi eu des conséquences sur nous. Donc voilà, on espère que voilà, la préparation de 3 semaines sourira à tout le monde, joueurs et supporters du club. Voilà, alors la semaine prochaine, ben, vous l'avez compris, pas de match à débriefer, mais ne paniquez pas, nous accueillerons un invité qui aura beaucoup de choses à nous dire. Je vais pas vous dévoiler son identité aujourd'hui, nous ferons une story demain sur nos réseaux et vous aurez comme d'habitude l'occasion de venir poser vos questions, mais c'est un invité qui a évidemment beaucoup été évoqué à l'antenne de Xamcast. C'est quelqu'un de très important dans le paysage de Neuchâtel Xamax ces dernières années. Et puis, on aura énormément de choses à lui dire et lui aura aussi énormément de choses à nous dire. On se réjouit beaucoup de l'accueillir. Et je crois que vous vous réjouissez, messieurs. Vous savez son identité, vous vous réjouissez de l'accueillir à notre antenne. Oui, C'est certain. qui ne dit rien consent. Je m'attendais à un ouais enthousiaste, mais voilà. Bon, ok. Je me contenterai Non, de la mais réaction de Mathéo. c'est clairement quelqu'un qu'on se réjouit d'entendre, oui, c'est clair. Et avec le Effectivement. sourire. Et avec le sourire, même si on ne le voit pas, mais on vous assure, Sam est toujours très souriant derrière son téléphone pendant les enregistrements de Xamcast. Il sourit même quand il prend des photos, c'est pour dire. Exactement. Voilà, sur ces mots, voilà, c'est la fin de notre épisode. Comme d'habitude, merci à vous, chers auditeurs. Sans vous, Xamcast aurait de la peine à exister. On vous remercie de vos écoutes. Et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.